Et salut les jet-skiers, c'est Majet, je vous souhaite une bonne année 2022, j'espère que 2022 sera une bonne saison pour vous tous. Moi de mon côté, je dois faire certaines petites choses en priorité, il y a des surprises qui vont arriver là en cours d'année, et c'est pour ça que là j'ai pas trop fait de vidéos de sortie, mais vous inquiétez pas, le VX va très bien, je dois d'abord gérer certaines choses en priorité. Donc en attendant, ce que je vous propose, c'est un nouvel épisode d'Histoire de Jet Ski, et j'ai une question à vous poser, pour les plus jeunes d'entre vous, est-ce que vous saviez qu'il existait à une époque des jet skis 4 places? Non, j'ai pas dit les jets 4 temps, j'ai dit des jets 4 places. Et c'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui à travers ce nouvel épisode d'Histoire de Jet Ski. Allez, c'est parti! Alors, avant de comprendre pourquoi aujourd'hui on ne trouve plus de jet 4 places sur le marché, il faut déjà comprendre comment ces jets ont été lancés à la fin des années 90. En fait, j'en avais un petit peu parlé par l'épisode consacré à Clayton Jacobson et aussi celui du Sea-Doo 3D. Entre les années 70 et 90, le jet ski a connu des évolutions majeures. En gros, pour rappel, on est passé de une place à 2, puis 3, et donc 3 constructeurs se sont dit, on va passer à 4 places. 3 constructeurs? Bah non, il y a toujours eu 3 constructeurs si on prend pas en compte les futurs constructeurs de jet électriques. Oui, mais sauf qu'à l'époque, il y avait beaucoup plus de constructeurs de jets thermiques. Il y en avait 2 en plus, il y avait Tiger Shark et Polaris. Bon, Tiger Shark, ça a jamais été une grande marque. Leurs jets étaient des merguez flottantes, la qualité était pas terrible, le comportement était médiocre en rivière sur lac, et en mer, n'en parlons pas, c'était une catastrophe. Et Polaris, eux, donc aujourd'hui ils font toujours par exemple des quads et des buggy, et ils étaient présents sur le marché, sauf que les ventes étaient très en décart par rapport à celles de les principaux concurrents, à savoir Kawasaki, Sea-Doo et puis Yamaha qui cartonnaient partout, quoi. Donc Polaris avait tenté à l'époque de faire une percée avec un jet à bras qu'ils avaient, donc le Polaris Octane 800, et puis en partant d'une base Hurricane et Virage, Polaris veut marquer un grand coup en 1999 en sortant le tout premier jet 4 places. Je vous présente le Polaris Genesis, qui a été tout simplement le tout premier jet 4 places à avoir été commercialisé sur le marché. Donc le Polaris Genesis, il a été commercialisé entre 1999 et 2004. Il faisait 3,33 m de long, sur 1,25 m de large et 1,03 m de haut. Le Genesis pesait 306 kg, était alimenté par un moteur trécylindre, d'abord par carbu puis injection, développant 135 chevaux. Sa capacité de rangement était quand même de 150 litres. Bien qu'il ait marqué les esprits en étant le tout premier jet commercialisé en 4 places, le Genesis souffrait quand même de sérieux problèmes d'étanchéité qui affectaient son électronique. Par exemple, l'une de ses particularités, c'est qu'il était équipé d'une marche arrière avec une commande électrique. Alors c'est un système qui n'avait rien à voir avec le IBR de Sea-Doo, qui lui agit carrément en tant que frein. En fait, c'était à mi-chemin entre le IBR de Sea-Doo et sur des jets qui ont une marche arrière manuelle, comme par exemple mon VX110, et donc il y avait un système de boutons qui commandait un levier motorisé, et ça permettait d'avoir la marche avant, la marche arrière ou une position neutre. Mais si ce système venait à tomber en panne, ça pouvait créer des courts-circuits au sein du Genesis, voire même carrément l'empêcher de démarrer. Et pour autant c'est dommage parce que c'est des 3 modèles celui qui est le plus léger, le plus rapide et aussi le plus joueur. Ensuite, donc Yamaha voit quand même que le Polaris Genesis peut attirer une certaine clientèle, donc en partant de la base du XL elle-même dérivée avec le XL Limited, il développe
le Yamaha SUV qui est bien là, hop, comme vous pouvez le voir, avec une ligne assez massive. Et donc on va voir que il a beaucoup d'avantages par rapport au Genesis, mais il a aussi pas mal d'inconvénients. Alors le Yamaha Super Venture 1200 ou Yamaha SUV a été commercialisé entre 2000 et 2004. Il mesure 3,85 m de long, 1,51 m de large et 1,14 m de haut. Le gros point fort du SUV, c'est qu'il a deux coffres latéraux de rangement où on peut y stocker plusieurs skis nautiques et wakeboards à l'intérieur. On atteignait au total une capacité de rangement de plus de 440 litres. Malheureusement, le SUV était le moins rapide des trois modèles 4 places. En effet, il était pourtant équipé du tricylindre 1200 cm3 de temps qui développait 130 chevaux, le même moteur qui équipe le Yamaha 1200 XL Limited. Malheureusement, celui-ci faisait pas le figure face aux 370 kg du SUV. De plus, sa ligne était quand même assez spéciale avec ses coffres sur le latéraux qui lui donnaient un air de baleine. En revanche, là où le SUV se rattrapait, c'est que Yamaha avait une qualité de fabrication qui était bien meilleure que les autres constructeurs, et donc le SUV bénéficiait de la meilleure fiabilité des trois modèles 4 places. Et puis le dernier modèle, c'est à la fois le plus gros de tous et en même temps le plus rare, le Sea-Doo LRV. Alors le LRV, il est dérivé du célèbre Sea-Doo GTX, triplace. Et viens, fais pas ton timide. Excusez-moi. Allez, oh. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est une ligne qui est quand même massive. Hein. Ça laisse pas indifférent. Donc voici le Sea-Doo LRV. Le Sea-Doo LRV a été commercialisé entre 2000 et 2004. C'est de très loin le plus gros et le plus lourd des trois modèles. En effet, il mesure, tenez-vous bien, 3,96 m de long, 1,55 m de large, 1,07 m de haut et pèse plus de 430 kg. Le tout propulsé par un petit moteur bicylindre de temps, mais qui développait quand même plus de 170 chevaux, la plus puissante d'ailleurs des trois modèles. Le Sea-Doo LRV avait la plus grosse capacité de rangement avec plus de 680 litres grâce à deux coffres gigantesques situés sous une plage arrière où on pouvait se détendre. C'est ce qui en fait aujourd'hui un modèle rare, mais c'est également ce que beaucoup ont jugé déroutant, voire même hideux. De plus, c'était le moins joueur des trois modèles car compte tenu de sa masse, il était relativement difficile à manœuvrer. Et enfin, au même titre que le Yamaha SUV, il lui fallait une remorque spécialement dédiée. En effet, il était impossible de le transporter sur une remorque classique dédiée à des jets 2 ou 3 places. Et enfin, cela pouvait poser problème pour le stockage sur des garages qui étaient adaptés pour des jets 2 ou 3 places, mais pas forcément pour des jets 4 places. Et comme il était un peu entre deux genres, à mi-chemin entre le jet ski et le bateau, cela suscitait un clivage vers la clientèle qui allait plutôt s'orienter vers des jets tels que le GTX, ou vers son homologue Jetboat, le Sea-Doo Speedster, beaucoup plus pratique en termes de capacité de passagers. Sachez toutefois qu'aujourd'hui, au même titre que certains échecs commerciaux comme le Fiat Multipla ou la Renault Avantime, c'est un modèle qui a suscité un certain intérêt pour sa rareté, et c'est encore aujourd'hui l'un des jets les plus rares de tous les temps. Il est à noter également que pour ne rien arranger au problème de ces trois modèles, en plus d'une clientèle déjà divisée entre le choix d'un jet ou d'un bateau, de performance moyenne, 2002 voit l'arrivée d'une évolution majeure dans le jet ski, à savoir celle du moteur 4 temps, avec le Yamaha FX 140,
le C12 GTX 4 Tech, suivi rapidement du Yamaha VX110, du GTI 4 Tech, du Kawasaki STX 12F et bien d'autres modèles. Malheureusement, le marché du 4 temps va connaître un succès rapide et définitivement écraser celui du 4 places, devenu déjà trop vieillissant en 2004. Donc voilà un peu pourquoi finalement ces modèles n'ont pas eu le succès escompté. Cependant, pour terminer un petit peu là-dessus, je pourrais citer quelques mentions honorables. En fait, ils ont contribué donc au développement de la pêche, puisque par exemple outre-Manche ça s'est fait pas mal. C'est entre autres sur certains de ces modèles qu'on a commencé à voir se développer des kits pêche. Par exemple sur le SUV ou le LRV, les emplacements qui étaient à la base destinés au rangement des skis ou des wakes, et en fait les pêcheurs ils mettaient les poissons dedans. Donc je trouve ça assez rigolo comme petit détail. Il est à noter aujourd'hui que finalement si les gens par exemple avaient à l'époque tendance plutôt à aller dans ces cas-là, quitte à prendre quelque chose de massif, plutôt vers des jetboats ou des bateaux, et bien qu'aujourd'hui en quelque sorte les 4 places subsistent un petit peu, voire plus, avec la possibilité de rajouter une coque escamotable comme les Silver Waveboat par exemple. Et puis aussi, pour terminer là-dessus, une petite anecdote assez rigolote. Il faut savoir que Joël Bontou, qui est un des quintuples champions de jet ski, eh bien, il a participé à des courses d'endurance comme la Oléron Jet, et ça lui est arrivé de gagner en faisant quelque chose de tout bête. Il avait modifié un SUV spécialement pour l'occasion, en gonflant la puissance du moteur, mais surtout en rajoutant pas mal de réservoirs, ce qui lui permet d'avoir une autonomie considérable. Et en fait, en faisant ça, les autres à l'époque, surtout à une époque avec le 2 temps, qui avaient des jets plus puissants et plus rapides, mais qui consommaient beaucoup plus, eux ils étaient obligés de ravitailler, ce qui fait que lui il n'y allait pas, et donc il leur passait devant et il remportait les courses ainsi. Donc c'est marrant parce que ça rappelle forcément la fable de La Fontaine, le lièvre et la tortue, et je trouve ça assez marrant finalement de voir l'impact quand même qu'ont pu avoir ces engins, même au sein on va dire, des jets sportifs. Donc voilà moi mon planning pour cette année. Ne soyez pas surpris, là je vais faire pas mal d'épisodes d'histoire de jet ski, parce que j'ai pas mal de projets là à régler en priorité cette année, et malheureusement là les sorties pour mon VX n'en font pas partie. Attention, à mon VX va très très bien, c'est pas la question, mais il est temps quand même que je lui change quelques pièces sur par exemple l'hélice, les roulements d'axe, ce genre de choses, et surtout les pneus au niveau de la remorque. Donc ça par exemple je plaisante pas avec ces trucs là au niveau de la sécurité, aussi bien sur l'eau que en me déplaçant. Ensuite, faut que je vois également, parce que normalement cette année il devrait y avoir des jets électriques qui devraient arriver, donc j'en avais parlé un peu. Je vais essayer le Flyaway, qui est cette espèce d'hydrofoil un peu jet à bras, et je vais essayer de voir aussi et me renseigner et voir s'il n'y a pas un loueur aussi qui aurait, si ce n'est déjà fait l'acquisition de Taiga Orca entre autres, parce que ça c'est pareil, je suis assez friand, assez curieux de voir ce que ça donne par rapport à ça. Et puis là je vous tiendrai au courant également. Je vais faire un voyage que je devais faire initialement en 2020, mais faute de mieux par rapport à la crise sanitaire. Et d'ici la fin de l'année, je suis en train de négocier 2-3 petites choses, et je vous réserve une petite surprise. Et ouais, je pense que là vous allez
vous allez vraiment halluciner. Voilà. Attaquez bien l'année, je vous fais plein de petites gâchettes pour 2022 et je vous dis à bientôt. Salut, ciao.